Bien, on vous remercie d'être venu. Aujourd'hui, on va vous parler d'autres terres contaminées que la dernière fois. Il y a un point commun, c'est que dans la gestion des terres contaminées, il y a une trajectoire qui conduit à ça. Si on ne s'était pas battu bec et ongle sur Fertiladou, on aurait aujourd'hui un oubli total que les terres étaient radioactives et on en serait peut-être à des choses comme ça. Aujourd'hui, on va vous parler donc du 25 marine pour vous dire qu'il y avait là autrefois une usine qui fabriquait du gaz de ville pour éclairer les rues. Ensuite, cette usine est partie à Blampignon. Qu'à Blampignon existe encore aussi d'autres terres contaminées parce que cela est fait avec la houille et ça laisse dans les sols des polluants extrêmement dangereux. C'était donc des compagnies privées qui géraient ça et à la Libération ça a été nationalisé et c'est Gaz de France, EDF et GDF qui avaient tout ce site, sauf 6000 et quelques mètres carrés dont on va parler aujourd'hui. Quand EDF, GDF a vendu ce terrain, notamment pour refaire les ronds-points et refaire les bassins de rétention, etc., GDF s'est acquitté de la dépollution des sols. Ça lui a coûté, à l'époque, 4 975 000 francs, c'est-à-dire 5 millions de francs. GDF disait à l'époque qu'on y trouvait les fameux HAP, les hydrocarbures dont le pire est le benzopyrène. Le risque, disait, je cite GDF, le risque qui lui est associé est celui d'un contact direct avec les muqueuses, avec dans ce cas une action cancérigène. On y trouvait donc ce fameux benzopyrène, et on y trouvait aussi un ensemble d'hydrocarbures, dont le benzène aussi, dont le seuil indicatif était, qui fait apparaître les premiers troubles digestifs, etc., à 50 mg par kilogramme, alors qu'on y trouvait là jusqu'à 1300 et plus, jusqu'à même 13 000 dans certains points. Donc, GDF s'est acquitté de ce travail. Nous avons eu à l'époque du mal à obtenir les documents de GDF qui nous les a finalement donnés. Il restait, quand le rond-point Grenet a été fait, derrière le mur où aujourd'hui il y a la cahute Brod et Kaufmann et Brod, derrière ce mur, il existait donc une part du privé qui appartenait à la société anonyme Castagnier, un ancien maire du Boucau d'avant la Libération, je pense, et dont les héritiers étaient Delage. On appelait ça l'îlot Delage. Et donc, nous avons, à la même époque, demandé à la DRIR de l'époque quel serait le devenir de ces terrains qui, eux, n'étaient pas encore dépollués. On nous a demandé de rester discrets car des tractations existaient avec la municipalité. Nous sommes restés discrets. Et aujourd'hui, on voit apparaître le projet Marinade. Donc, la première fois que nous avons révélé la pollution de ce genre d'entreprise, c'était en janvier 1996. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un projet immobilier. Nous sommes donc retournés à la DRIR, qui est devenue aujourd'hui la DREAL, et nous avons repris le dossier. Dans ce dossier, il y a une étude de nombreuses pages. On y a retrouvé d'ailleurs notre courrier, parce que si nous sommes restés discrets, nous avons relancé par courrier régulièrement pour savoir où ça en était. Et cette veille citoyenne, on l'a retrouvée dans le dossier. Chaque fois que nous envoyions une lettre, notre lettre était agrafée à une lettre de la DRIR qui était envoyée au sous-préfet en disant « Monsieur le sous-préfet, Monsieur Pachon m'interroge, qu'est-ce que l'on doit faire ?» etc. Est-ce qu'on lui transmet les dossiers? Donc on les a retrouvés. Et dans ce dossier, il y a une étude des sols menée par une entreprise, HEC,
qui, en fonction des polluants qu'elle a trouvés, a examiné plusieurs scénarios possibles futurs de ce site. Alors, ici, qu'est-ce que les 6 scénarios possibles étaient résidentiel individuel et tertiaire avec des personnes adultes, résidentiel collectif adulte, résidentiel collectif avec des enfants, tertiaires commerciaux ou bureaux adultes, et enfin industriel, c'est-à-dire suivant la destination future de ces terrains, la pollution devait être plus ou moins poussée. Marinadour aujourd'hui choisit le collectif, c'est-à-dire il va y avoir là des familles avec adultes et enfants, c'est-à-dire l'endroit où le scénario dans lequel la dépollution doit être le plus poussée. Donc, la question qu'on s'est posée, ça a été d'examiner, de voir, et que se sont posés les gens qui ont fait cette étude-là, s'il était possible de faire ces 6 scénarios. Leur réponse a été très claire. Pour les 6 scénarios, l'existence de risques sanitaires non tolérables, pour l'ensemble des scénarios considérés, liés en particulier à la présence de naphtalène, cyanure libre, benzopyrène, arsenic et excès de risques sanitaires existant également pour le cadmium en cas de présence de potager, voyez, pour tous les scénarios, le seuil a été jugé intolérable, en particulier en raison de risques cancérigènes. Qui le dit ça, pardon? Ça, c'est l'étude qui a été commandée en 2004. C'est HEC, l'entreprise HEC. Pardon? C'est l'entreprise HEC dont je vous Ah, voilà, l'entreprise HEC. Alors, évidemment, quand ça s'est publié, ce schéma est arrivé, ça a un peu bouleversé les projets, car dans le dossier, on voit plusieurs lettres du maire de Bayonne qui aurait aimé que le dossier avance plus vite. Et donc, ça a été une épine dans le pied d'un éventuel projet. Donc aujourd'hui, quand on voit le projet Marinadour, avec 311 logements, je ne sais pas combien de logements vous l'avez devant là, ici le projet de Marinadour. Allez, voilà, 237 logements, rien que dans l'îlot, parce qu'il y a 3 îlots, rien que dans l'îlot qui sont sur ce terrain, 237 logements, donc 95 sociaux, 142 logements libres, et ensuite on a en dessous 301 places de parking en dessous. Donc nous avons tout simplement demandé à la CABAB, enfin là c'est plus la CAB, nous avons demandé à la CAB, par quel miracle, ces terrains qui avaient un seuil intolérable, aujourd'hui, pouvaient être construits. Alors là, on nous a dit, attendez un peu, on va demander au constructeur. Et on nous a dit, ben, au bout de 15 jours, on a dit, vous pouvez venir consulter ce que Kaufmann et Brod nous a donné. Kaufmann et Brod nous a donné ça, on pouvait le consulter, c'était tellement minable qu'on a cru qu'on pouvait l'emporter. Donc on l'a emporté. Donc il faut qu'on le ramène. Et je peux vous le passer, on peut faire un petit tour, hein, mais je vais le photocopier juste avant de le ramener. C'est minable. C'est absolument minable. Alors là, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que depuis 2007, le vendeur du terrain peut vendre le terrain pollué s'il a informé l'acheteur. Et effectivement, on se rend compte que le vendeur a vendu. Donc on a vendu un terrain pollué. Vous voyez, ça résonne bien sur Fertilado. Hein. Fertilado, on a tenté de vendre un terrain pollué 6 millions de francs. 6 millions d'euros. Voilà. Qui a vendu là? Les successeurs, donc la famille Delage, a vendu. Donc aujourd'hui, Kaufmann et Brod est propriétaire d'un terrain pourri. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kaufmann et Brod?
Donc, d'abord, vous remarquerez que le public a dépollué, le privé a tergiversé, encaisse la monnaie, il n'a rien dépensé pour dépolluer. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau propriétaire. Mais déjà, il y a déjà un premier scandale sur les responsabilités. Et là, on nous dit que, eh bien, puisqu'on va creuser pour faire 311 places de parking, on va enlever de la terre. Mais on ne nous dit pas où va la terre. Premier problème. Après, on recalcule d'une autre façon les risques. Il y a encore des dépassements. Et on publie ici des cas. Donc, on nous dit ça. Donc, on revoit la chose à la baisse. Et on nous donne à la fin. Donc, vous voyez, on a ici des documents illisibles sur la dose journalière admissible, parce que bon, c'est tellement... On n'arrive pas à lire les zones. Mais en gros, en bleu, on est sur la zone admissible. En jaune, on est sur la limite. Et en bleu, on a dépassé. Donc vous voyez qu'il y a encore des bleus sur les terrains. Mais c'est illisible. Et surtout, la norme calculée n'est pas disponible dans ces documents. Et après, on a 3 cartes avec 3 décaissements successifs. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Et dans les 3, évidemment, plus on va profond, on en a un peu moins. Mais dans les 3, il y a encore des polluants importants qui sont mis. Donc voilà, ces sites-là, car nous on a fait un article là-dessus, on a eu des conversations avec la DRIR, et la DRIR, évidemment, nous a donné ça. On est intervenu auprès de GDF, et c'est comme ça que nous avons eu le dossier de dépollution de GDF. Mais autrement, ce sont des choses qui se passent d'une manière très discrète. Et donc, et voilà. Et on arrive à des situations comme ça, où on ne sait pas si les procédures vont être respectées ou pas. L'usine, elle a fermé quand, votre démarré? Ah, elle a fermé en 96, puisque c'est en 96 qu'ils ont dépollué, ils ont dû fermer en 95, les terrains ont été vendus, il y a eu le pont Grenet qui a été construit, avec le débouché, le rond-point. Plus tard, il y a eu le second rond-point qui est sur le BAB, quand ils ont voulu construire là des réservoirs de bassins de rétention de pluie, d'eau d'orage, ils ont retrouvé encore des cuves contenant du carbure, ils ont redépollué un peu plus au profond. Voilà. La production de gaz, c'est une production de gaz, c'est ça? Du gaz de ville, oui. Gaz de ville. Gaz de ville qui... Par quel procédé? Parce que là, voilà, ils voulaient de la houille, ils distillaient de la houille pour produire du gaz. Et donc ça avait des sous-produits, des déchets, ce qui était une sorte d'hydrocarbure très riche en benzène. C'était la même chose aussi, ça a été la même chose aussi sur les forges de la Dour. La coquerie. Voilà, la coquerie, oui. Dont le traitement des terres polluées date de plus de 10 ans. Le stock est entre la série de l'Atlantique et le stockage LBC. Au bord de la voie ferrée à nitrate d'ammonium, enfin, projet. C'est un stock de terre qui représente effectivement ce que donne une coquerie d'une usine sidérurgique, qui est le même principe, puisqu'on désorbe du charbon le gaz, le méthane qu'il y a dans cette chaîne carbonée. Mais en désorbant le gaz, il reste des condensats qui sont ces HAP, ces hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, aromatiques, pourquoi? Parce que ça sent. Et polycycliques, ils ont ce caractère d'être des solvants extrêmement perturbateurs car l'organisme, quel qu'il soit, humain ou animal, le respire. Puisque ce sont des solvants qui viennent de suite sur le corps gras et qui attaquent les cellules. D'où le terme de cancérogénité de ces produits. Et nous sommes là, si Victor me permet, là, sur la chaîne du potentiel pollution, où chaque terrain dont il a cité est contributif à ce risque potentiel qui existe sur l'estuaire de l'Adour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Fertil-Adour, juste au nord, il y a l'ancien dépôt de raffinerie du Midi.
sur lequel était préalablement une entreprise de fabrication de créosote. Le produit qui sert à imprégner les traverses de chemin de fer, qui est un pesticide avéré pour ne pas que les organismes attaquent le bois, mais qui est sur la même chaîne que ces produits de traitement de houille. Ce sont ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, également cancérigènes. Donc, raffinerie de Midi. Un peu plus loin, après la Caluboco, il y a SADEC, l'entreprise qui était chargée par la SNCF de nettoyer les wagons d'origine pétrochimique, hydrocarbures, produits pétrochimiques. Et ensuite, bien évidemment, toute la zone industrielle portuaire de Tarnos, où le crassier des forges de la Dour. Et c'est dans les propos de l'inspection des installations classées qui dit qu'on a utilisé ce crassier pour combler des terrains tout autour de Bayonne. Et nous aurons, à l'avenir, des problématiques dues à la concentration des produits comme l'arsenic dans ce crassier. Alors, pour en revenir à Saint-Caillé-Marine, pendant des années, sur ces terrains pollués, il y a eu un charbonnier, mais il y a eu aussi une école de danse d'enfants, sur lequel, dans l'article, dans l'étude de HPC, on a dit aussi qu'il y avait des risques au fil du temps d'inhalation et d'ingestion. Donc vous voyez qu'on a eu des activités là-dedans sur ce titre-là. Nous, quand on a demandé, franchement, quand on a demandé à la CAVAB qu'est-ce qui a été fait, on s'attendait à ce qu'on nous dise ben, on a gratté un petit peu sous le charbonnier ou des choses comme ça. Non, la réponse, pour le moment, c'est la réponse qu'on nous donne, on peut penser qu'il n'y a rien qui a été fait. Peut-être que demain, on va nous dire oui, au charbonnier, on a nettoyé un petit peu avec une pelle. Hein. Mais pour le moment, on n'a pas de réponse, absolument aucune réponse d'un début d'enlever un gramme de pollution. Alors, si ça a été fait, ben, ils ont oublié de nous le dire, mais ça nous étonnerait. C'est la première chose qu'ils nous auraient dit, je pense. Voilà. Donc vous voyez qu'on a là un site qui nous semble exemplaire parce que s'il n'y a pas une veille citoyenne et une veille associative, on va vers un oubli total. Ce document-là, c'est ce qui ressort de la réunion, la fameuse réunion à la CAVAB, c'est ça? Oui, c'est la réunion à la CAVAB, oui. Est-ce qu'on peut avoir les documents de l'étude de HPC? Ah oui, mais c'est ça. Ouais, vous pouvez... Les conclusions, ce document. Ah oui, les conclusions... Je vais vous les donner, les conclusions de l'étude HPC. Voilà, moi j'ai photocopié ça, le truc. Donc il y a les différents scénarios et qui a permis d'aboutir à l'existence de risques sanitaires non tolérables au regard de la circulaire du 10 décembre 1999. Pour l'ensemble des scénarios considérés, il y a en particulier la présence de naphtalène, cyanure libre, inhalation de polluants sous ondes gazeuses, benzopyrène et arsenic, ingestion de sol, légumes, inhalation, etc. L'existence de risques sanitaires non tolérables pour les substances précitées dans le cadre de l'étude des incertitudes, y compris lors de la prise en compte des paramètres minorants mis en place dans le sous-sol, générant une dilution des gaz, utilisation, voilà. Même avec une ventilation des sous-sols, etc., on arrive à des risques sanitaires non tolérables. Voilà. Et donc après, nous avons toute une série de recommandations. Assurer la vidange et le nettoyage des cuves, évacuer en centre agréé les matériaux extraits de cet ouvrage, procéder à son remblaiement à l'aide de matériaux sains d'origine connue. Voilà. Concernant les autres matériaux souillés, évaluation détaillée des risques ayant permis de montrer l'existence de risques sanitaires non tolérables au regard de la circulaire, pour l'ensemble des scénarios considérés et notamment pour les usages actuels. C'est pour ça que les usages actuels à l'époque, c'était l'école de danse, Chorus Line, etc., qui existait. Voilà. Et donc après examiner dans le cas dans les cas de scénarios et dans le cas du scénario résidentiel collectif, extraction et traitement, enfouissement en site, centre agréé, des souillures, etc. Voilà. Donc ce qui a été ensuite acté, voilà. À l'issue de ça, la réunion qui va à la CAVAB, qui se tient à la CAVAB, semble aller dans le bon sens. Elle se base là-dessus. Hein? Elle se base là-dessus. Voilà. L'étude, elle a eu lieu elle est publiée le 2 septembre, et la réunion, elle a eu lieu le 14, avec les gens qui ont fait cette étude-là. Voilà. Ce qui est dit dans la CAVAB, on n'a pas...
ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que ça a été enterré et qu'aujourd'hui, ben voilà, il nous faut creuser 1,50 m, 2,50 m, etc. Voilà, pour trouver ce qui a été enterré. Alors après, on ne sait pas comment. Alors ce que nous ignore totalement, c'est comment ça s'est passé, les tractations qu'il y a pu y avoir avec M. Delage, combien M. Delage a touché avant de disparaître dans la nature et de n'avoir plus aucune responsabilité. Qu'est-ce qu'on a promis à Kaufmann et Broad, voilà, ça, tout ça, évidemment, ça nous échappe un peu. Ça vous échappe, mais vous avez quand même une idée. Mais on a vu dans le dossier qu'il y a une impatience manifeste du maire de Bayonne à ce que ce dossier débouche. On a bien noté que le dossier était bien sensible et que chaque fois qu'on a envoyé un courrier, il était transmis à la préfecture. Voilà, oui, on imagine que aujourd'hui on a beaucoup de publicité sur les concours d'architectes, etc. Mais on n'a pas de publicité sur le sous-sol. Kaufmann et Broad, là, vous avez un interlocuteur particulier? Non. Pour le moment, on avait un interlocuteur, la Kebab. Voilà. Donc maintenant, la balle est dans Kaufmann et Broad. C'est à eux maintenant d'assurer Oui, l'évolution. maintenant, ils l'ont acheté, comme ils disent, ils l'ont acheté en connaissance de cause. Donc aujourd'hui, ils vont assumer cela. Dans ce qu'ils nous disent, on ne sait pas les destinations des terres, on ne sait pas combien ils payent, voilà, on ne sait pas... Il y a très peu de précision. Maintenant, si demain il y a des articles dans la presse, peut-être vont-ils être plus explicites. Les élus et l'agglo peuvent vous dire à la limite, mais nous on n'est plus propriétaires, c'est Kaufmann et Broad, ça ne nous regarde plus. Quoi. Oui, c'est le risque. Ils n'ont jamais été dans le... La cave, L'AGBA a été propriétaire. Elle a vendu à Kaufmann et Broad. Ils ont racheté. C'est pas de l'âge qui est vendu. C'est l'étude, elle date de 2006, vous vous rendez bien compte, ça fait quand même 6 ans, on va arriver en janvier 2012, avant que quelque chose puisse commencer. Donc il s'est passé des choses en fait. Donc la Cabar a racheté au Delage. C'est pas une Oui, conception de l'âge Non, c'est pas direct. C'est la communauté d'agglomération était propriétaire à ce moment-là. Et donc Kaufmann et Broad a acheté. Vous vous rendez compte, 6 ans. En conseil, on peut ajouter à ce que dit Victor, qu'en conseil municipal, l'information a été donnée aux conseillers municipaux de Bayonne en mai, au mois de mai. Vous, la presse, vous avez eu une conférence de presse en juin, si vous vous en souvenez, hein, le maire de Bayonne. À aucun moment, il n'a été fait état de pollution qui n'aurait pas été résolue. On a parlé de la pollution des anciennes charbonneries, mais c'est ce que Victor a dit. Il y a eu un travail de dépollution qui a été fait. Ensuite, il a été seulement fait état devant les conseillers municipaux de difficultés sur l'acquisition foncière. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiet et penser à une désinformation par rapport à l'état des lieux actuellement, pour que ça ait pris autant de retard. Mais dans tous les cas, la sécurité sanitaire, elle est du ressort des pouvoirs publics. Hein, si le terrain est une propriété privée. Et à l'Adriane, quand moi je leur ai dit, ben voilà, il y avait 2 dossiers comme ça s'arrête en 2004, l'Adriane nous a dit, nous, ça s'est arrêté là. Voilà la réponse de l'inspecteur des installations classées qui a mis le dossier à ma disposition. Nous, on a les dossiers que jusque-là. Alors, c'est la réponse. Hein. Peut-être y a-t-il un autre dossier, une autre étude en sous-préfecture, etc. En tous les cas, c'est les seuls documents qui ont été mis, ça s'est arrêté en 2004, avec la réunion à la cabane. Comme autorité, il y a l'autorité sanitaire, l'ARS. Ils ont leur prérogative sur un tel dossier à jouer. Le problème, c'est où est l'ARS? Il y a bien des gens qui travaillent en Anglette. Sauf, ont-ils les moyens, ont-ils toutes les prérogatives à assumer? Car enfin, il faudra se poser la question un jour, sur ce territoire, et en tout cas nous l'avons posé au SCOT, dans le cadre de la rencontre association schéma de cohérence territoriale, puisqu'on a la chance d'avoir une institution de plus, certes, mais en tout cas sur les 2 rives de la Dour. Et nous avons dit c'est bien d'avoir des projets d'aménagement du territoire,
Sauf que, regardons le bilan en 2010-2011. Sur le plan sanitaire, on est passé de 20 décès à 100 décès en 10 ans pour cause de pollution atmosphérique sur le territoire de Bayonne, l'équivalent du SCOT. Facteur aggravant et caractéristique en Aquitaine, sur ce territoire de Bayonne, il est pointé une surmortalité par cancer du poumon chez les femmes. Pourquoi? Autre fait, sanitaire, environnement. Les deux préfets viennent de prendre un arrêté interdisant la commercialisation et la consommation des anguilles et poissons, de l'Adour et des gaves, pour imprégnation, en particulier par les PCB, le fameux pyralène dont il y a eu du stockage avec des incidents à Dampignon. C'est polychlorobiphényle, chloro c'est le minéral, biphényl c'est l'organique, le pétrole. Ça vous fait les mélanges qui aboutissent à la dioxine. Ça parle, ça. Nous sommes dans cette ambiance. Et lorsque nous intervenons sur des sites et sols pollués, ça veut dire que non seulement il y a des pollués par rapport aux risques environnementaux, mais en même temps, risques sanitaires. Et c'est pour ça que lorsque nous disons l'Adréal, oui, l'ARS aussi. Le préfet, il a ces deux administrations à sa disposition. Nous les payons dans nos impôts. Elles ont les deux à jouer leur rôle. Et dans le cas précis, la question qui est posée ici, quelle est la position de l'ARS sur ces terres et sols pollués? Quelles sont les précautions que l'ARS recommande lorsqu'il va y avoir excavation, travail des terres? Ils ne connaissent même pas le dossier. Si. Ça regarde le préfet. RS, je sais pas. Ça regarde le préfet. Quand le préfet reçoit un dossier, il a ses administrations verticalement. Il fait passer au travers. Vous avez tout projet d'aménagement et de déconstruction passe au travers des administrations. Bon, immanquablement, l'ARS a son point de vue à donner. L'ARS, son bureau, le bureau est, est à environ 15 mètres sur le même étage que l'Adrien, juste à côté. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient été sollicités. Là, vous voulez interpeller le pouvoir public par votre intermédiaire, Oui. en face à l'information. Si c'est un fait avéré, ce sera une dépollution à minima. Est-ce que vous envisagez, vous, en tant que CAD, faire un recours? Est-ce que vous pouvez? Comment ça se fait? Oui, c'est-à-dire que, en tous les cas, ce qui est minima ou pas minima, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les camions ne peuvent pas sortir là de manière sauvage. Voilà, donc on va viser d'abord ça, que tout ce qui sort là, on sache où ça va. Ensuite, oui, on va voir un petit peu la suite qui va être donnée. Notre objectif, c'est d'obtenir ce qui a été discuté en CAVAB, à savoir que les cyanures, les hydrocarbures, etc., soient détruits, et que les autres polluants qui doivent aller en classe 1 aillent en classe 1. Donc il est aussi prévu pour certains hydrocarbures qu'ils soient traités au Pays Basque, parce qu'il y a certains hydrocarbures qui ne sont pas dangereux, pas dans un centre d'enfouissement, mais qui sont destinés à être décantés. Il y a même certaines plantes qui arrivent à absorber certains hydrocarbures. Bon, ça, c'est des trucs minimes, ça c'est pas grave, mais ce qu'on veut, c'est obtenir que ça soit mené jusqu'au bout, tel que prévu. On aura donc une réponse de la préfecture, du sous-préfet là-dessus, on pense, et en fonction de ça, on verra bien si nous avons la possibilité d'aller au tribunal ou pas. C'est vrai que pour nous, association, on a commencé à aller au tribunal sur on a pas mal de dossiers sur le truc. On aimerait bien emporter le morceau. Mais bon, vous voyez bien quand même qu'on est assez tenace, puisque on est en 2011, c'est un dossier qu'on avait levé en 96. Donc il est probable que si on n'obtient pas satisfaction, on ira sans doute un peu plus loin, quoi, hein. Mais bon, on n'a pas pris, pour le moment, on n'a pas pris de décision là-dessus. On escompte que nous et vous, on obtienne quelque chose de correct.
avant d'en arriver là. Vous m'avez dit l'îlot concerné, c'est le L'îlot de l'âge, l'îlot 1. Non, 1A, 1A, voilà. le grand H. Oui, Pio. Oui, effectivement, on est confronté à travers des questions à cette difficulté, au-delà de l'événementiel, dans la gestion globale des déchets, des pollutions. Pour moi, la petite expérience qu'on vit sur le centre d'enfouissement d'Asqueta, la principale difficulté, c'est d'affronter cette espèce de responsabilité en cascade, diluée. Et notre veille citoyenne, en fin de compte, est confrontée, et c'est les questions que vous posez, au fait que, sans jugement de valeur, le système est fait de telle manière que, à la fois, les décideurs, les victimes, sont à la fois complices, quelque part. C'est le type même du système mafieux. C'est-à-dire que c'est un qualificatif que je n'attribue pas forcément, mais c'est le système qui veut ça. Et la difficulté, c'est de percevoir qui, à un moment donné, détient la responsabilité. Alors il y a une espèce de défausse corporatiste qui fait que c'est pas moi, c'est l'autre. Et là, la veille citoyenne, et je pense que c'est heureux que les médias puissent contribuer à sensibiliser, à informer, parce qu'il n'y a que cette voie-là, en fait, qui nous est possible. Face à cette... Et dans tous les domaines, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu... On ne sait pas qui. Alors c'est la défausse, on vend. Et là, il n'y a qu'une solution. Alors certes, il y a la voie judiciaire, ça peut contribuer, mais moi je dis, il y a la place de l'information qui doit contribuer, au-delà de la veille citoyenne, un petit peu à plus de démocratie, quoi, dans la gestion de ces faits, et au-delà dans la société, quoi. Mais là, il y a quelque part une certaine, à la fois volonté, mais d'impuissance aussi, quoi, si c'est pas relié. Une jungle de choses. En 2004, par exemple, il n'y avait pas de normes sur les terres contaminées en France. Dans les bureaux d'études, ils adaptaient la législation canadienne, la façon de mesurer les Canadiens, la façon de mesurer les Pays-Bas, qui étaient à cette époque-là, les pays qui avaient une législation sur les terres contaminées. Voilà. Donc voilà, on a un no man's land, et donc après on a une façon de faire les études pour étudier la dose admissible journalière pour un enfant, pour un adulte, etc. Une autre façon de le faire par une autre école, etc. On a aussi une jungle là qui fait que il faut des outils législatifs qui soient incontestables, quoi, hein, parce que sinon on a une façon laxiste, une façon sévère. Ce qui est étonnant, voilà, c'est que Kaufmann et Broad nous dit en 2007, eh bien, voilà, on peut vendre un terrain pollué, quoi. Voilà. Donc plus on avance dans le temps, plus on devrait avoir une sévérité dans les normes. Et on ne devrait pas, au contraire, avoir un retour et un relâchement. On devrait être de plus en plus précis, quoi. Et là, on est encore plus dans le flou. Les déchets enfouissables, il est bien défini ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. C'est basé sur la confiance. Or, dans ce domaine-là, quand il s'agit effectivement de gros sous, la confiance, qu'on dise, a des limites. Et si l'ADRIL n'a pas les moyens de sa politique, on se mord la queue. Alors il y a certes des textes, mais s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas des audits, chacun se défausse un petit peu.
puis la dissémination des déchets contaminés aussi dans l'environnement, finalement, il ne faut pas oublier que ça rapporte à certains, quoi. Finalement, tout le monde s'accommode de cet état de choses, quoi. On dissémine des décharges sauvages partout. Là, par exemple, on peut citer comme exemple l'Ouabia aussi, qui est un autre problème. L'Ouabia, pollution de l'Ouabia, on se rend compte quand on fait une analyse du problème de l'Ouabia qu'il y a des décharges sauvages qui existaient à proximité du fleuve, qui ont été remblayées, qui ont servi à différentes municipalités du Pays Basque pendant des années. Et ces décharges qui ont été remblayées, on a construit quelquefois des zones artisanales dessus. C'est souvent des bassins versants, donc où il y a très riche en eau, en sources, etc. Les eaux continuent à percoler à travers ces décharges et vont se déverser dans l'Ouabia tout proche, et après on se demande pourquoi l'Ouabia est pollué. Il y a la décharge de Zaloaga à Saint-Pé-sur-Nivelle aussi qui déverse ses jus aussi, enfin, en amont. Enfin voilà, donc la décharge de Saint-Martin-de-Seignance aussi sauvage, où on a déversé des terres radioactives. Bon, et ces jus aussi vont se déverser dans des lacs proches. Il y a un laisser-aller, et je pense aussi que ça arrange les pouvoirs publics d'une certaine manière. C'est pas spécial à la région, ça s'est passé aussi en région PACA, du côté de Toulon. Il y a des calvegues qui ont été bouchés qui ont été comblés avec des déchets venant de... L'un de vous, en tant que médiatique, a publié récemment un article sur le problème des déchets artisanaux qui sont désormais normalement la filière de ces déchets des artisans du bâtiment en particulier sont désormais facturés aux clients, mais qu'une fois facturés, on les jette dans la nature. Donc on a encaissé l'argent pour le traitement et après on le jette dans la nature, et que c'est en train de se multiplier. Ben oui, ce problème-là existe. Donc j'ai lu ça dans le sud-ouest. Le problème, c'est qu'ici, comme dans Maison-d'Eau ou ailleurs, c'est que ce sont de très grosses entreprises qui le font à très grande échelle. Et là, on est au-delà du quatrier qui va balancer ses 3 sacs de plâtre. Voilà, quand on commence à rentrer dans le cyanure libre, dans le benzène, etc., on est dans une autre échelle. Et que c'est normalement, ça devrait être surveillé. Alors là, ça pose un problème. Vous voyez, quand il y a certains acteurs qui disent « Oh, il y en a marre maintenant, les écolos, ils veulent nous contrôler toute la vie », ils nous gonflent, quoi. Que ce soit un chef de l'État qui dise ça à la télévision en plus. Bon, c'est assez terrible, parce que c'est un signal donné en disant voilà, la police écolo, l'écologie répressive, comme disent certains philosophes, etc. Il y en a ras-le-bol. Eh bien, s'il n'y en a pas ras-le-bol, voyez, si on lâche les balles, vous imaginez ce qui va se passer. Alors, voilà, ça, plus X choses. Ce qu'on dit parfois, c'est que nous sommes, je te du contexte d'un état de droit, qui a un code de l'environnement, notamment, un code de la santé, etc., un code pénal, et que c'est le rôle des pouvoirs publics de faire appliquer la loi, et s'ils ne l'appliquent pas, les associations arrivent en relais pour essayer d'améliorer les choses. Donc le chiffon rouge et des associations là, qui destructrices d'emplois, etc., là, je pense que le problème n'est pas là. Ça va même plus loin. Quand nous soulevons un problème ici, localement, globalement, il faut voir ce que ça veut dire. Quand nous interpellons les pouvoirs publics, le préfet, qui est payé pour ça, pour faire appliquer la réglementation, qu'est-ce qu'on observe au bilan? Cette réglementation, elle est européenne. Elle n'est pas appliquée. Ça se traduit comment? Par les condamnations de la France en Cour de justice européenne. Savez-vous à combien est estimé par la loi de finances pour 2012 le montant des amendes à laquelle la France est exposée pour 2012? Le même chiffre que 2011, que 2010, 250 millions d'euros.
3 grands domaines mettent la France et le pavillon, si je puis dire, rouge, dans les 27 pays européens. Non-respect de la réglementation sur les eaux, et notamment les eaux résiduaires urbaines, l'UABIA, l'Adour avec Bâche-Forêt, Asqueta. Asqueta, le petit ruisseau qui n'a de cesse d'être soumis aux pollutions. La biodiversité, je parlais tout à l'heure des anguilles et des poissons, mais il y a aussi les papillons, il y a aussi les crapauds. Nous avons passé contrat avec l'Europe pour appliquer, nous l'avons signé, nos gouvernants ont signé application de cette réglementation. Le troisième, les déchets. Et en particulier là, un nouveau contentieux vient d'apparaître, avec condamnation, qui est en train d'être étudié au Sénat. Les décharges sauvages. Alors nous avons le risque sanitaire, qui coûte, en coût social, et qui n'est pas assumé par les responsables. Mais en plus, nous avons les amendes à payer. Ça veut dire qu'on paye 3 fois. On a déjà payé dans nos impôts, vous et nous, le fait qu'il fallait contrôler, appliquer la réglementation. Ça n'a pas été fait. Il y a Bruxelles, il y a le processus des associations, des élus qui vont au tribunal, oui, mais en tout cas à Bruxelles, ça tombe. Donc il faut payer l'amende. Mais il faut se mettre à jour aussi. Regardez par exemple le plan de protection de l'atmosphère de Bayonne. Il fait partie des 19 contentieux qu'il y a en France pour le fait qu'on n'a pas respecté la réglementation en particules fines. Vous savez, ces poussières, lorsqu'il y a des travaux de déconstruction ou d'excavation de terre, ça contribue. Il y a des capteurs qui ont montré qu'on dépassait la norme. Donc il y a 19 régions en France, 19 situations où on a donc dépassé la norme, coûte d'amende 11 millions d'euros. Avec une astreinte par jour de 785 000 euros, tant que ne sont pas mis en place ces plans de protection de l'atmosphère, comme celui qui doit être mis en place à Bayonne, pour lequel nous attendons le résultat des consultations qui ont été faites par les pouvoirs publics et pour lesquelles les associations ont apporté leur contribution. La situation, donc, elle est à la fois sanitaire, économique, et comme disait notre collègue, effectivement, les types mafieux, il faut bien se garder d'observer ce qui s'est passé en Italie, hein, qui c'est qui a pris en charge la gestion des déchets. Donc s'il y a quelque chose à regarder, c'est certes le projet, mais il est beau. Il ne faut pas que ce soit un arbre qui cache la forêt. L'exigence, c'est que lorsqu'on bouge quelque chose dans l'aménagement du territoire, il faut l'assumer de A à Z. Et même mieux, de partir de Z pour remonter vers A. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fera de nos déchets? Et à partir de là, avec la réglementation, il y a de quoi aménager correctement, dans le cadre de l'intérêt public, dans le cadre du travail de qualité. Parce que nous n'oublions pas aussi les conditions de travail des travailleurs sur ces chantiers. Bon. Pour revenir au 25 carré marine. Oh, voilà, parce que vous avez encore des questions, parce que sinon je crois qu'il y en a quelques-uns qui veulent faire des images sur le site ou des choses comme ça, et que votre temps vous est compté, on en est conscient. Voilà. Je rajoute le document.